Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Nous allons parler d'un sujet particulier maintenant. Nous allons parler de femmes et de politique. Togo, engagement politique des femmes, enjeux et contraintes et surtout perspectives, avec deux invités. Je vous les présente. D'abord, docteur Janine Kekeli Agunke, née à Dandougou. Docteur Agunke, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir sur notre plateau pour la première fois. Vous êtes sociologue, enseignant-chercheur, président du conseil d'administration de la concertation nationale de la société civile du Togo, et puis présidente du réseau Paix et sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, RESFECO. Togo, pour ajouter. Merci. Avec nous également, madame Christine Agnelé-Bensantoen. Bonjour, madame. Il faut dire né à toi-même. Ah bon? Madame Christine Agnelé-Bensan, épouse à toi-même. Te voilà enfin. Vous êtes déléguée à la communication du mouvement des femmes unir, MFU. Oui. Vous avez été ministre pendant plusieurs années au Togo, mais aussi députée à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, vous êtes la personne ressource pour parler de ce sujet. Je commence d'ailleurs avec vous. En tant que femme, eu égard à votre rôle d'épouse, de mère, tout ce que vous faites, est-ce que c'est la peine encore de vous déranger en vous convoquant à la politique? Oh, merci Gilles. J'avoue que le thème pour lequel vous nous invitez sur votre plateau est d'actualité. C'est un thème assez pertinent. Et je dirais d'entrée de jeu que quel que soit le sens que l'on donne à la politique, eh bien, la femme elle-même doit se sentir concernée et s'y engager. La société à laquelle elle appartient gagne beaucoup à l'accompagner, à la mener, à l'inciter à s'engager en politique. La politique peut être une stratégie tout court pour maintenir une certaine harmonie au sein de la cellule familiale, pour maintenir la cohésion sociale. Et là, c'est l'unique rôle de la femme, épouse et mère. Elle peut être politicienne lorsque la femme ambitionne, lorsqu'elle veut se tailler un poste, une place dans les sphères décisionnelles. Et là aussi, la femme doit être présente parce que faire pour moi, sans moi, c'est faire contre moi. Donc la femme, quelle qu'elle soit et quel que soit le sens qu'elle-même donne au concept politique, eh bien, elle doit s'engager en politique pour se faire entendre afin de voir les nombreuses les préoccupations, les nombreux problèmes auxquels elle doit faire face au quotidien, trouver des solutions idoines. Mais faire la politique, ça signifie se mettre au devant de la scène. Or, les stéréotypes de nos sociétés ne sont pas en faveur de ce rôle de la femme. Qu'elle prenne le leadership, qu'elle soit au devant, qu'elle dirige, elle n'a pas cette fonction sociale. Donc ça ne pose pas problème, docteur Agunke. Non, merci Gilles. Je crois que nous ne sommes plus à ce niveau de débat. Parce que les temps ont évolué. Et aujourd'hui, l'enjeu est de voir comment faire pour que la participation féminine au pouvoir ou aux affaires publiques soit quelque chose d'effectif. Et comment augmenter le nombre des femmes qui ont le mental assez fort, qui ont un programme de vie qui correspond à ce que la société attend d'elle et à ce qu'elle-même, elle vise. Le tout fait qu'aujourd'hui, la femme se trouve dans une situation, disons, à la croisée du chemin, où, d'une part, les gens l'accusent, que toutes les fois qu'on lui donne des opportunités, elle l'exploite pas, et que d'autre part, elle-même se demande si réellement on a besoin d'elle dans les cercles de prise de décision. Donc les stéréotypes, c'est vrai, nous sommes nés, nous sommes éduqués, nous sommes destinés à quelque chose dans nos sociétés, mais l'éducation et l'évolution de la société a fait que aujourd'hui les femmes veulent leur part du gâteau entre griffes. C'est-à-dire que leur journée de 24 heures que nous appelons la femme aux 1000 bras fait que la femme est dans toutes les sauces et dans toutes les situations. Donc, stéréotype, oui,
Mais en jeu, la femme voudrait demander aux hommes aujourd'hui si réellement les conditions sont créées pour qu'elle participe effectivement au cercle de prise de décision. Mais est-ce que la femme, avec grand F, se pose cette question? Il me semble que c'est quelques élites au devant de la scène qui tentent de tirer les femmes vers peut-être ce qu'elles ne veulent pas. Est-ce que le pays profond, l'Afrique profonde, les femmes africaines souhaitent être au devant de la scène? C'est tout le souhait de nous autres femmes. Nous voudrions être au devant de la scène. Écoutez, est-ce que vous n'êtes pas minoritaire, les femmes qui veulent... Au devant de toutes les luttes dites salvatrices, vous ne verrez que les femmes. Mais ce sont ces pesanteurs socio-culturelles que nous sommes en train de briser, ou dont nous sommes en train de briser les chaînes aujourd'hui, qui nous confinent à ce seul rôle d'épouse et de mère, et qui font que, une fois les résultats tombés, quels qu'ils soient, c'est nous-mêmes qui nous empressons de retrouver nos casseroles. Et comme vient de le dire Dr Akonke, ce temps, ma foi, est résolu. Ce qui voudra dire que quelles que soient les difficultés que nous rencontrons et que nous continuerons par rencontrer, eh bien, au nom d'une certaine détermination dans laquelle nous lisons l'engagement, nous devons braver toutes ces difficultés-là pour nous mettre au devant de la scène politique. Les difficultés, elles sont énormes, elles sont innombrables. Elle doit d'abord concilier la femme. Elle doit d'abord concilier son emploi rémunérateur, la fonction qu'elle exerce après avoir obtenu ses diplômes et une certaine compétence, avec l'emploi qui n'est pas reconnu pour être rémunéré, celui-là qu'elle exerce dans son foyer, dans son ménage, et maintenant la politique. C'est pour cela que je vais anticiper pour dire que nous avons l'habitude d'accompagner nos hommes quand ils s'engagent en politique. On a souvent l'habitude de dire la nuit porte conseil. Cette nuit qui porte conseil, c'est bien nous, les femmes. Et donc, les hommes gagnent beaucoup à nous accompagner aussi lorsque nous nous engageons en politique. Donc, c'est un rôle d'accompagnante que vous revendiquez? Ce n'est pas un rôle d'accompagnante. J'ai bien dit quand nous nous engageons. Quand nous nous engageons, ce n'est pas un accompagnement. J'ai cité entre autres certaines difficultés et qui font que nous avons besoin que nos hommes aussi nous accompagnent. Parce que toi, femme, quand tu t'engages en politique, attends-toi à être traitée de tous les maux. On a connu des femmes qui ont vu leur foyer brisé parce qu'elles se disent non, ce que je vais défendre à cette table de négociation va être porteur. Ça va profiter à toutes les femmes, donc je m'engage. Et l'homme a beau avoir toute la volonté, il a sur son dos sa famille, et c'est lui qui commence par se lasser lorsqu'autour d'un jeu de Wari, on lui dit, toi tu as encore laissé ta femme aller, hein, tu lui fais encore confiance. Alors que nous, on ne se pose jamais cette question. On ne pose jamais une question à un homme ou bien quelqu'un d'autre pour savoir, mais ou bien une femme pour dire, mais toi tu laisses ton mari faire de la politique, est-ce que tu lui fais confiance? Pourquoi c'est à nous qu'on doit poser ces genres de questions? Donc ce n'est pas un rôle d'accompagnant. Nous jouons notre rôle et nous avons besoin que nos hommes aussi nous accompagnent pour maintenir une certaine harmonie dans la famille de laquelle nous viendra ce courage, cette force d'avancer. Docteur Akonke, et comment vous lisez cette faible représentation de la femme au niveau politique? C'est dû à ces pesanteurs dont nous avons parlé, qui ont encore la vie dure, ou c'est elles-mêmes qui n'osent pas assez? Je crois que vous ne me démentirez pas si je dis carrément que ce que vous demandez à savoir, ce sont des questions qui répondent à la problématique femmes et pouvoir. Nous avons été les oreillers ou les coussins des hommes, comme vous voulez. Et en tant que femme africaine, généralement, nous sommes fiers de le faire. Parce que selon la répartition des rôles, c'est vrai que on a souvent dit que la femme est l'être de l'intérieur et que l'homme, c'est l'être de l'extérieur. Et nous avons été éduqués dans un moule qui voudrait que nous accompagnions nos époux ou nos fils
lorsqu'ils sont à l'extérieur, puisqu'il y va de l'honneur de la famille. Mais quand je vois les statistiques de 91 jusqu'à 2018, sur les 164, il y a eu 164 hommes ministres et 36 femmes. Vous parlez du Togo? Du Togo. Je m'arrête simplement au Togo. Parce que quand on classe le Togo, nous ne sommes pas très reluisants en termes de participation féminine. Et en 91, on avait 16 hommes et 2 femmes. En 95, 21 hommes, 0 femmes. Et en 2018, 22 hommes et 6 femmes. Ça veut dire que de 91 à 2018, les choses ont fluctué, mais aujourd'hui quand même, on a 6 femmes. Ce n'est pas beaucoup, mais nous espérons que les fois à venir, elles vont approcher la parité, puisqu'il y a un discours du chef de l'État qui nous avait donné cet espoir qui portait sur la parité. Oui. Mais dans les faits, les choses tardent à venir. Et même les chiffres que vous évoquez là peuvent cacher une autre réalité. Les postes occupés par ces femmes, la plupart du temps, on les appelle, entre guillemets, souvent des strapontins. Les strapontins, tout simplement parce que, comme je vous le demandais tout à l'heure dans mon mot d'introduction, est-ce que les hommes veulent réellement que les femmes soient là? Vous aviez dit tantôt que les femmes des zones rurales ou bien des profondeurs de nos origines n'ont pas envie d'accéder au pouvoir. Ce n'est pas tout à fait la réalité. La réalité est d'ordre sociologique, c'est vrai, mais la vérité, en fait, c'est que nous avons une structure qui ne favorise pas l'entrée des femmes en politique. Dans le truc en profondeur, on a une seule femme maire. Nous avons 2 femmes préfets, et c'est tout récent. Et puis 4 chefs de canton sur les 387. Ça veut dire que s'il y a 4, c'est possible. Mais il y a ce que nous appelons dans nos milieux Nyonufia, les reines-mères. Et les gens peuvent témoigner de la force, du pouvoir de ces reines-mères-là sur le cercle familial, sur la communauté et sur les grandes décisions qui vont au-delà de la communauté, c'est-à-dire qui va vers la ville pour atterrir à la capitale et rentrer au pays. Ce que nous voulons aujourd'hui, on nous a reproché que les femmes qu'on trouve généralement n'ont pas le niveau nécessaire ou bien les compétences avérées pour occuper des postes. Entre-temps, l'éducation a évolué, les OMD, les ODD, toutes les conventions internationales, la CEDEF, le protocole de Maputo et autres, ont contribué à une certaine ouverture. J'ai l'habitude de dire, les femmes, aussi peu nombreuses qu'elles soient, le nombre réduit qui ont la compétence, nommons-les, mettons-les à des postes de responsabilité. Si nous estimons qu'au niveau des postes électifs, la mentalité n'est pas encore mûre pour voir les femmes accéder au pouvoir, les postes nominatifs peuvent servir de tremplin à une certaine démonstration de compétence et de stratégie de faire les choses autrement et positivement par les femmes. Donc, c'est moins une question de les femmes des profondeurs ne veulent pas qu'une question d'organisation sociale où on reconnaît les valeurs intrinsèques de la femme et qu'on met à contribution, à profit, la contribution notoire des femmes à tout ce qui contribue au développement. Madame, on va prendre votre expérience. Vous avez gravi les échelons. Vous êtes arrivé même jusque dans le fauteuil ministériel. Alors, ça veut dire que vous avez entendu beaucoup de choses, hein? Je voudrais d'abord revenir un peu sur le commentaire que Dr Abouké a fait pour dire que c'est vrai, le premier décideur, le chef de l'État, nous a donné cet espoir. Pendant que nous courons encore après les quotas de 30%, lui, il nous dit non, je veux que ce soit la parité homme-femme. Oui. Il a peut-être compris quelque part qu'il faut qu'il compose avec la frange de la population
numériquement fortes, les femmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça traîne? Moi, je vois un facteur clé qui sous-tend cette faiblesse, quoique ce boulevard nous soit ouvert. C'est le manque de solidarité entre nous-mêmes femmes d'abord. Nous avons toujours pensé que solidarité, c'est lorsque Dr Agunke, celles-là qui nous ont, je peux dire, appris beaucoup de choses dans la société civile, parce que c'est elles, alors là, je vais les yeux bandés voter. Même si son programme de société n'est pas favorable à l'amélioration du statut juridique et social de la femme, je vais la voter parce que c'est elle, parce que nous avons certaines affinités, parce qu'elle est malgré pas. Non, ce n'est plus ça aujourd'hui. La solidarité féminine aujourd'hui doit requérir une prise de conscience, davantage de prise de conscience collective sur la nécessité de distinguer les dossiers relatifs à l'amélioration du statut social et juridique de la femme et de la jeune fille. Et cette distinction doit pouvoir amener une certaine convergence de femmes politiques qui doivent obtenir et de l'exécutif et du législatif des avancées significatives. Oui, mais votre développement n'a pas apporté la réponse à la question soulevée par Dr Agunke, parce que c'était une promesse claire, une volonté politique affichée, exprimée. Alors pourquoi cette volonté n'a pas été respectée? Non, le boulevard nous est ouvert. Oui. Les actes doivent parler plus fort que les mots. Oui, pourquoi maintenant, les actes n'ont pas parlé? Si la femme elle-même se met à dire où est-ce qu'on va trouver ces femmes-là, pour qu'on parle de parité, où est-ce qu'on va les trouver? Et oui, je m'en vais vous dire que la parole a une certaine puissance. Nous avons célébré cette parité-là au Palais des Congrès qui n'a pas pu contenir le nombre de femmes alors que sa contenance avoisinait les 3000. Donc, quand les femmes elles-mêmes commencent déjà par dire entre elles, où est-ce qu'on va nous trouver? Où sont les femmes qu'on cherche à nommer? Où sont les femmes qu'on cherche à positionner? Et que nos formations politiques disent qu'elles n'ont pas de femmes à positionner. Vous voulez que celui-là qui nous a ouvert le boulevard fasse quoi? Il faut qu'on sente que les femmes sont solidaires, que lorsqu'il y a une initiative porteur entre griffes, toutes les femmes se mobilisent autour. Quand moi je m'engage en politique et je n'ai pas la caution, je n'ai pas le soutien de mon homme, je suis traitée de tous les maux. Et il me faut concilier tout ça là avant d'aller à des réunions. C'est de tout ça là que les hommes profitent pour nous dire « Ah, il se fait tard, est-ce que ton mari ne va pas ? Je ne sais pas, toi tu peux partir, on va te rendre compte après. » Parce qu'ils savent que les dossiers qui vont faire objet de discussion, nous serons là pour dire non, ça là ne peut pas être comme ça. C'est tout ce qui crée ce blocage à nous autres femmes. Oui, docteur, qu'est-ce que vous partagez sur le développement? Quant au niveau politique, au plus haut niveau, une volonté affichée, exprimée de promouvoir la femme et que, en fin de compte, on n'a pas le résultat. Est-ce que ce qu'elle dit suffit pour expliquer la situation? Non, ce qu'elle dit, c'est un comportement qu'on a noté et qui est millénaire. Lorsqu'on dit que ce sont les femmes qui détruisent les femmes, ce sont les femmes qui n'apportent pas toujours l'appui nécessaire à une initiative, c'est vrai. Et c'est autant valable lorsque les hommes se trouvent dans une situation où les intérêts prévalent. Nous savons que de toute façon, en politique, c'est une question d'intérêt. Et lorsque, en politique, je nomme une femme qui ne peut pas apporter les solutions autant qu'un homme que j'ai sous la main, je place l'homme. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut accompagner les femmes, les nommer et tenir compte de leurs besoins spécifiques parce qu'elles n'ont pas que ça à faire. Donc, la chose la plus importante, c'est voir comment on peut impulser une dynamique multi-facettes qui fasse en sorte qu'à un moment donné, on se retrouve obligé d'agir. Je voudrais prendre simplement le cas du Rwanda. On cite ça assez, mais on a vu comment
le président Kagame a fait pour amener les femmes et qu'aujourd'hui on cite le Rwanda en référence. Ça veut dire que si on veut, on peut. Ça veut dire que si on veut, un peu. Récemment, je voudrais parler également d'Emmanuel Macron. Macron a nommé des gens qu'il a appelés par téléphone et les femmes, elles s'étaient étonnées de voir que c'est elles qu'elles cherchent. Mais comme elles avaient les compétences et qu'elles se sentaient en confiance, elles ont foncé. Je crois que nous aussi au Togo, nous pouvons regarder ces choses-là, non pas parce que les femmes veulent à tout prix exercer le pouvoir, mais parce que leur présence est indispensable. Oui. Il faut qu'elle soit là. Oui, tout à l'heure, vous allez me démontrer en quoi cette présence est indispensable. Mais, Madame Agnelé Vincent, tout à l'heure, en vous écoutant, on peut tirer la conclusion que le terrain politique togolais n'est pas favorable à la promotion, à l'émergence de la femme dans les sphères de décision. Mais le terrain politique est favorable à la femme. Le gros problème, c'est ce que je viens d'expliquer, que c'est la conciliation de tout ce que nous avons à faire en tant qu'épouse et mère qui nous bloque. En dehors de tout ça, là, nous avons à gérer les cancans. Et si tu n'es pas courageuse, tu te dis, ah, quand je vais passer, on va me traiter de pute, on va me traiter de ceci, de cela, donc je laisse. Moi, je dis, je désarme. Docteur Agunke désarme. Quelqu'un d'autre, qui va se mettre au devant de la scène? Ce que nous pouvons, et la solution que nous pouvons préconiser, c'est qu'il y ait un cadre dans lequel nous toutes on se retrouve, que nous arrivions à taire autant que se faire peut nos intérêts partisans, que nous refusions quelque part que la base influence nos convictions personnelles pour dire non, ceci ne devrait pas être comme cela, nous voudrions plutôt que ça soit comme cela. Nous sommes majoritaires. Le plus souvent, c'est la base qui influence nos convictions personnelles. Et c'est la base qui doit te positionner. Tu as beau tout faire. Tu as beau être quoi? C'est ta base qui doit te positionner. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'accorder nos violons autour d'un seul et même refrain. Nous sommes majoritaires, nous avons les mêmes facultés mentales. Et c'est pour cela que quand on dit les femmes intellectuelles, je dis non, toutes les femmes sont des intellectuelles. C'est le travail du mental. Et dès lors que j'arrive à gérer ma cellule familiale, eh bien, je peux porter toutes les stratégies que je mets en jeu pour gérer ma cellule familiale à une plus grande échelle. Donc, gérer ma communauté et la cité à laquelle je fais partie. Est-ce que vous voyez donc? Docteur Agunke, est-ce que le contexte, en ce qui concerne le cas particulier, le contexte politique tel qu'il est caractérisé, est-ce qu'il ne décourage pas la participation de la femme, ce climat conflictuel, cette confrontation permanente, pouvoir-opposition, le ton qui monte, ce difficile consensus, est-ce que ça ne décourage pas la femme? Non, du tout, c'est le contraire. Je voudrais pour mémoire vous renvoyer à l'histoire, l'histoire de nos mères, qui dans le temps n'avaient pas laissé le gouverneur avancer. Et la marche des Loméennes, il y a un certain nombre de réalités lorsque les jeunes avaient été... Il y avait beaucoup de choses qui prouvent que, de toute manière, à chaque situation de crise, sa solution. Ce qui a évolué, c'est le contexte politique. Et il vous souvient que le Togo est passé de la période de l'indépendance à un parti politique où tout le monde regardait dans la même direction, comme disait le feu président Yadima. Le creuset national. Et tout le monde avait évolué avec un espoir de paix à l'africaine, avec la contribution de tout un chacun. Mais on se rend compte que depuis les années 90, où il y a un retournement de la situation, les intérêts politiques en tant que parti ont refait leur émergence et finalement, les femmes se retrouvent dans une situation où il faut qu'elles retrouvent ce que j'ai l'habitude d'appeler, et Christine peut témoigner, la problématique femme. Qu'est-ce que nous voulons pour nous? Est-ce que, au lieu de dire que
l'autre est du parti au pouvoir, l'autre est de l'opposition. On ne peut pas regarder plutôt ce que nous sauvons en envoyant beaucoup de femmes là où les décisions se prennent. Et ce sont ces stratégies que nous murmurons entre nous et qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord qu'il faut revoir les choses autrement. Et peut-être qu'on va parvenir même à un gouvernement de femmes, pourquoi pas, où tous les hommes qui ont déjà fait leur expérience vont essayer de voir de quoi les femmes sont capables. Christine l'a dit, il faut que la base porte les femmes. Mais il faut que davantage nos objectifs de développement soient les garants de ce que nous pouvons appeler une sortie de crise. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas peur d'aller en politique. Les femmes se demandent ce que le Togo va devenir si le parti au pouvoir et les 14, le C14, ne prennent pas leurs responsabilités pour arrêter de faire du jusqu'au-boutisme et nous permettre d'avancer. Et les femmes, nous l'avons dit quelque part, peuvent constituer aujourd'hui la solution. Pas la solution à l'absolu, mais notre touche de féminité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas la guerre. C'est que les crises ne deviennent pas quelque chose qui ne booste pas le développement et qui nous envoie, qui renvoie les programmes porteurs au calendrier grec. Donc, Monsieur Gilles Bocor, en tant que presse, notez qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas peur. Si vous les approchez, vous allez vous rendre compte que la marche qu'on a vue entre-temps où les femmes étaient en noir, d'une part, suivie d'une messe où les femmes étaient en blanc, c'est pas une messe, mais c'est un regroupement de prières. Ça veut dire une prière œcuménique. Oui, avec un peu de danse et Koffi Olomide, non? De toutes les façons, ce que je voudrais vous faire remarquer, avec danse. Ce que je voudrais vous faire, on danse aujourd'hui, c'est pour louer le Seigneur, soit dit en passant. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que les femmes qui se retrouvent soit dans l'opposition ou soit dans le parti politique sont des femmes qui sont coincées aujourd'hui. Et elles sont coincées parce qu'elles ont envie de voir la chose avancer. Mais la plupart du temps, combien d'entre elles sont au niveau de prise de décision? Combien ont le pouvoir? Elles ont les compétences de prendre des décisions, mais est-ce qu'elles ont le pouvoir de faire ce qu'elles ont envie de faire pour que les choses bougent? Donc, ça veut dire qu'elles sont dans les partis politiques à titre figuratif. Alors. Elles ne sont pas à titre figuratif. Elles travaillent pour soutenir les idéaux du parti, mais elles n'ont pas toujours en retour, elles ne sont pas récompensées en retour pour ce qu'elles sont en train de faire. Je crois que les hommes, c'est pour ça que moi je dis c'est la problématique femme et pouvoir en face des hommes. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement ce que la politique nous apporte qui est important. Mais qu'est-ce que nous prenons comme responsabilité lorsque nous sommes au pouvoir et que la majorité de 52% de femmes sont là et qu'elles sont obligées de subir parce qu'elles ne sont pas nombreuses à participer aux prises de décision? Il faut créer des conditions pour que lorsqu'elles sont là, elles ne soient pas toujours là à haranguer, là à faire la cuisine, là à préparer les lieux de meeting, mais qu'elles sont là pour dire aux hommes, s'il vous plaît, j'avais fait une proposition la dernière fois, mais vous n'avez pas pu tenir compte parce qu'il y avait une urgence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces propositions peuvent être mises dans la balance pour que ça avance? Je crois que c'est le Togo qui gagne. Et ce n'est plus un parti qui a de l'ascendance sur un autre parti, mais ce sont les idées féminines qui veulent que les choses soient conduites autrement. Alors, Gilles, je voudrais rebondir, après je vous pose une question compliquée. Non, quelle que soit la question, elle aura sa réponse. La première œcuménique que nous avons organisée, ce n'était pas une danse de Koffi Olomide. Après, si les femmes ont trouvé ça assez concrète comme
organisations en ces moments-là, elles se sont organisées pour des réjouissances populaires. Mais c'était une prière œcuménique et l'œcuménisme porte bien son nom. Ce n'était pas seulement les catholiques ou les protestants, mais il y avait aussi les imams, il y avait tout ce monde-là pour louer le Seigneur Jésus-Christ et l'implorer pour que la paix règne sur notre pays. Alors, reformons cette parenthèse et dites-nous maintenant, est-ce qu'effectivement, au sein des partis politiques, est-ce que vous êtes coincés? Moi, je suis du parti au pouvoir. Oui. Je m'affiche en tant que tel, même si j'ai aujourd'hui un visage de diable. Ah bon? Parce que quand tu fais partie à ça, grande sœur, ce n'est pas vous qui me démentirez. Nous savons ce que nous subissons. Quand vous affichez aux côtés du parti au pouvoir, vous avez un visage de diable. Vous aviez beau être apprécié aux côtés de la société civile, mais dès lors qu'on vous sent et que vous avez accepté avoir une responsabilité avec le parti au pouvoir, vous avez un visage de diable. Est-ce que le contraire n'est pas possible? De la même manière, vous ne voyez pas les femmes d'en face comme étant des femmes... Non, du tout, du tout. Vous savez, des non-dits aux dits, en passant par des ok, parce que naturellement vous suffoquez, femmes que nous sommes devons avoir tout le courage de dire certaines vérités. Nous n'avons pas le droit de mentir, encore moins de tromper nos enfants. Et moi, je m'en vais vous dire que nous, femmes du parti au pouvoir, avions tenté de mettre sur pied un cadre pour servir de médiation pour cette sortie de crise-là. Ah bon? Nous avons tout entendu. Et nous, on attendait que la société civile puisse regrouper autour d'elle toutes les femmes de toutes les formations politiques. Et depuis là, je n'ai pas... Mais pourquoi vous n'avez pas engagé des pourparlers directs avec les femmes de l'autre camp, par exemple? Mais je vous dis que nous avons tenté. Si je vous dis que nous avons tenté, c'était pour qu'il y ait des pourparlers entre les femmes des autres formations politiques. Et je vous dis que nous avons tout entendu parce que ça ne pouvait pas être possible. Et nous, on s'était dit que bon, c'est peut-être parce que c'est nous qui sommes au pouvoir qui voudrions. On va voir si les autres, puisque nous, on a déjà lancé la balle. Et certaines formations politiques sont déjà au courant de ce que nous voulons faire. Donc, nous, on attendait que quelque part, ce cadre soit mis sur pied. Le Togo n'est pas autant grand pour que ce soit des médiateurs, des facilitateurs qui viennent s'enrichir sur notre dos, ils repartent et la crise demeure. C'est une crise que nous avons à gérer. Nous ne sommes pas encore en conflit. Et la femme fait déjà ça bien dans sa cellule familiale quand elle gère les petites crises entre papa et les enfants, entre elle-même et son mari, elle et sa famille et tout et tout. Donc, nous, on s'était dit que les femmes pouvaient jouer ce rôle de médiateur. Mais on parce qu'il n'y a pas... mettre de l'eau dans votre vin, on a plutôt vu les femmes. Écoutez, vous avez beau avoir quelque chose d'écrit. Il faut une stratégie. La stratégie consiste à faire entendre votre voix dans des comités restreints. Commencez par préparer le terrain, comme on le dit souvent. Si déjà au commencement, si à la préparation du terrain, vous rencontrez déjà des obstacles, vous n'allez pas vous afficher. Il ne vous est plus possible de vous afficher en tant que tel. Et donc, je le dis toujours, il n'y a pas d'école de médiation qui existe que je sache. Dans le bon vieux temps, à la traditionnelle, il y a un corps qui gise par terre. Vous voyez les grands sous l'arbre à palabre, leur calebasse de boisson locale entre la main. Vous vous dites, mais ils s'amusent alors qu'il y a un cadavre avant même que le soleil ne se couche. Et victime de la victime et victime de l'auteur finiront par boire la même calebasse et l'affaire là est enterrée à jamais. Et c'est ce que fait déjà la femme. Donc pour nous, à unir, nous nous étions dit que les femmes pouvaient faire quelque chose par rapport. Et on s'était retrouvés pour discuter, pour dire, bon, nous allons commencer par préparer le terrain. Ce qu'on a rencontré n'était pas favorable pour que nous puissions nous afficher, Gilles. Mais ça veut dire que vous avez un peu capitulé pour dire les choses. Est-ce que la femme, dans cette perspective-là, n'a pas manqué de courage?
Non, la femme n'a pas manqué. Vous savez, quand vous êtes communicateur, hein, en matière de IEC, vous savez que l'évolution des mentalités... Information, éducation, communication. Bar CCC. Changement, hein, communication pour le changement de comportement. C'est plutôt de cela qu'il s'agit. Et il me souvient qu'à une époque donnée, un document a essayé de traduire comment, au niveau du Togo, plusieurs ethnies existent et que chaque ethnie avait des caractéristiques données. Professeur Yagla, paix à son âme, cette description nous a servi longtemps comme de base pour essayer de voir comment faire pour nous comporter en frères et sœurs d'une même nation. Il faut qu'on revisite ces documents-là et qu'en âme et conscience, nous comprenions que nous sommes nés, nous n'avons pas demandé à naître dans une ethnie ou dans une région ou une autre, mais que nous sommes appelés à vivre ensemble. Et ça, ce sont les femmes qui peuvent le faire, parce que c'est nous qui faisons les enfants et c'est nous qui avons des époux. Il faut que, de toutes les façons, le point de vue de la femme compte. C'est un peu ce que nous défendons au niveau du RISFECO, pour qu'il y ait la paix. Mais dire que les femmes ont capitulé, non. Il y a, je crois que les efforts pêle-mêle ont quand même abouti à ce que nous avons appelé un temps femmes mobilisées pour la paix. Le groupe continue de germer, et elle est en gestation, elle va bien, compte tenu justement de ces spécificités, non seulement ethniques, mais politiques, qui font que, de toutes les façons, il faut arriver quelque part. Je profite de l'occasion pour dire que la négociation n'est pas seulement le champ de la politique. Dans toutes ces petites choses-là, il faut pouvoir négocier, lâcher du lest, savoir ce que je peux perdre en gagnant quelque chose, pour qu'à un moment donné, on fasse le point pour avancer. Vous ne nous faites peut-être pas confiance aujourd'hui, parce que vous ne nous voyez pas en train de nous battre avec les couteaux, parce que la femme ne veut pas les couteaux. Mais je vous assure qu'il existe des plateformes aujourd'hui où les femmes échangent et qu'elles cherchent une solution. C'est pour ça que moi j'interpelle les politiques. Aujourd'hui, malheureusement, la solution de la crise togolaise est politique. Dès lors que, si nous prenons les revendications de part et d'autre, toutes ces revendications sont légitimées dans un cadre où il y aura toujours une justification quelconque pour appuyer l'une ou l'autre position. Nonobstant le bon sens, nonobstant les vertus, n'oublions pas que nous sommes en démocratie et que ce qui est fortement argumenté selon des principes et des valeurs reconnues et avérées, finit toujours par passer. Et c'est pour ça que le point de vue des femmes devient important. Ce sont les femmes qui sont capables de jouer à Salomon. Tu as raison, tu as tort, mais ne coupons pas le bébé en deux. Donnons le bébé à la personne qui est en mesure de faire grandir ce bébé et de l'entourer de tout ce dont il a besoin. C'est pour ça que, Monsieur Gilles, je vous interpelle. Vous avez au Togo une attitude de stigmatisation de la femme. Or, aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que nous ayons une solution plutôt holistique, qui prenne en compte non plus ma position, j'ai raison, j'ai tort, non plus je viens du sud, je viens du nord, non plus je suis du parti au pouvoir ou je suis de l'opposition, mais tout simplement parce que j'ai compris que même dans les grandes guerres, à un moment donné, on s'arrête, on discute et on fait des compromis. Ces compromis ne sont pas des compromissions, mais ce sont des dynamiques internes qui propulsent les pages à ouvrir à l'avenir pour la société. Les femmes veulent la paix. Si c'est peut-être pour ça qu'on ne les écoute pas, parce qu'on veut des situations où celui qui décide doit forcément avoir raison, de part et d'autre, vous allez avoir affaire à un mouvement de femmes qui cherchera à renverser les situations comme nos mères l'avaient fait dans le passé.
On va conclure cette émission. Faudra-t-il que... Oui, une dernière question. Est-ce que le consensus politique est aujourd'hui possible et autour de quoi il va s'articuler? Et on va terminer avec cette question. Si le consensus politique... Oui, dans la crise actuelle, oui. Est-ce qu'il est encore possible et sur quel élément il va s'articuler ce consensus? Oui, mais vous voulez parler de la sortie de crise. Oui, exactement. Si le dialogue peut aboutir à une sortie de crise honorable, oui. Je m'en vais vous dire que pour nous à unir, c'est tout le souhait. Vous savez, le dialogue suppose un état d'esprit de conciliation. Et donc, il faut aller à un dialogue avec un esprit positif, un esprit de compromis et avec des alternatives. Si vous allez au dialogue pour le voir échouer, pour vous en prévaloir, eh bien le peuple pour lequel vous vous dites être de beaux lutteurs, c'est ce peuple que vous assujettissez sans le savoir, c'est ce peuple que vous mettez à genoux. Mais à unir, est-ce que vous n'avez pas intérêt que le dialogue échoue? Je peux terminer. Nous n'avons aucun intérêt pour que ce dialogue échoue. Mais ça vous arrange parce que cela ne nous arrange aucunement que ce dialogue et les élections affûtées. Gilles Bokor, oui. À unir, nous n'avons aucun intérêt pour voir ce dialogue échouer. Surtout que la vision du président fondateur de UNIR, chef de l'État, sa vision, c'est de faire de ce pays une nation unie et prospère. Et si tu es membre de UNIR, tu n'as pas le droit de t'écarter de cette vision-là. Donc, pour nous, à UNIR, tout le souhait, c'est que ce dialogue aboutisse à une sortie de crise honorable. Oui, il y a la vision, mais aussi les actes. Vous ne voyez pas que les actes suivent? S'il faut que nous répondions à des attaques, nous n'en serons pas aujourd'hui ici. Hein. Donc vous êtes optimiste, vous pensez que... Nous sommes plus qu'optimistes. Parce que nous, il y a une certaine discipline. Nous avons le pouvoir, mais nous tournons le dos à la violence. Et vous avez, je n'en veux pour preuve que le calme et la sérénité avec lesquels le chef de l'État a géré tous ces soubresauts de la rue jusqu'à maintenant. Et à chaque fois, c'est ce qu'on nous demande d'observer comme discipline. Donc, tout le souhait pour nous à unir, c'est de voir ce dialogue aboutir sur une sortie de crise. Merci. Merci, Madame Christine Agnelé Vincent Toyem. Docteur Angouké, on conclut avec vous. Comment voyez-vous le lendemain du Togo? Comment? Vous avez parlé d'une solution holistique. Faut-il convoquer des constituantes? Faut-il aller à une conférence nationale BUIS? Faut-il élargir le dialogue? Comment entrevoyez-vous la solution en une minute? De toutes les façons, quand un pays a une constitution qui peut être sujet à modification, c'est grave. Ça veut dire que nous devons même revoir les fondamentaux de notre Constitution pour faire en sorte que, même si on doit y toucher, que les choses fondamentales ne soient pas déplacées. Oui. L'autre chose, c'est que nous disons que nous, les femmes, nous sommes capables de beaucoup de choses. Si nous réussissons à tenir nos foyers, quel que soit ce qui arrive, il faut notre présence partout. Au niveau du dialogue, il y a combien de femmes? Elles sont pratiquement inexistantes. Ça veut dire que la politique de saupoudrage qu'on voit partout a également porté atteinte à ce dialogue. C'est pour ça que nous disons que de plus en plus, il faut faire en sorte que, même si on veut suivre un règlement intérieur, on veut faire quelque chose qui réponde aux normes préalablement établies, il y a ce que nous appelons dans le domaine de développement des projets, des mesures correctives. Il est temps que nous prenions des mesures correctives pour faire en sorte que la situation du Togo ne demeure pas l'apartage de deux parties. L'apanage. L'apanage de deux parties en présence et en conflit. Nous voulons participer au déblocage de cette situation, apporter notre contribution en tant que femmes pour faire évoluer la situation. Et c'est pour ça que nous préparons justement à demander qu'on nous implique beaucoup plus à fond, faire tourner
toutes les ménages qui sont capables d'apporter des solutions et politiques et stratégiques, mais surtout des solutions qui ne portent pas atteinte au développement de notre pays. Parce qu'on a vu ce que la crise est en train de faire et nous n'avons pas l'intention de laisser à des générations futures des dettes ou un pays boiteux tout simplement parce que nous n'avons pas été capables d'être souples dans les prises de décision qui concernent l'avenir de notre pays. Oui. Docteur, vous êtes très attendu alors. Merci d'avoir participé à cette émission, je trouve très, très riche, la première fois que nous avons rien que des femmes autour du plateau. Merci et félicitations à vous. Fidèles téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. Bonne suite de programme sur New World Info.